Le débat du dimanche, bonsoir et bienvenue. Attaque terroriste à Bamako, faut-il céder à la panique? Quelles seront les implications de cette attaque sur le processus d'Alger? Entre autres questions que nous allons aborder aujourd'hui avec nos invités, Adam Cham du Républicain et de arawanexpress.com. Adama Dramé du Sphinx, Maître Mamadou Ismaël Konaté, avocat, et Serge Daniel, journaliste écrivain. 5 morts et une dizaine de blessés, c'est le bilan de l'attaque samedi dernier du restaurant La Terrasse par un homme encagoulé et lourdement armé. Parmi les victimes, 3 Maliens, un Français et un Belge. Le film de l'événement ici avec notre reporter Mahmoud Kabadjakiti. C'est aux environs de 1h moins quart que tout aurait commencé. Un commando lourdement armé fait incursion à La Terrasse, un bar-restaurant de Bamako très fréquenté par de nombreux étrangers. Il ouvre le feu sur la foule et fait plusieurs victimes. Pour ce témoin présent sur le lieu au moment de l'attaque, tout est allé très vite. Tout de suite, on a entendu des coups de feu. En premier temps, je pensais que c'était des pétards pour célébrer l'anniversaire de quelqu'un ou les haut-parleurs de l'animation qui avait pété ou quelque chose comme ça. Et là, quand le deuxième coup de feu a surgi en l'espace de quelques secondes, j'ai compris que c'est vraiment des coups de feu. Et pris par la panique, je m'étais jeté par terre. J'avais plus rien vu. En tout cas, tout le monde était paniqué. J'ai rampé pour sortir par la porte de l'ouest. Et là, j'ai sauté à partir du toit. On y dénombre 5 morts, dont 3 Maliens, un Belge et un Français du nom de Fabien Guiomard, un jeune installé au Mali depuis 2007 qui travaillait dans l'humanitaire, une grande perte pour ses amis proches. Comme tout Tibet, ça m'a marqué là où je suis dépassé. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je reconnais que Fabien, il a aimé ce pays. S'il est mort ici, c'est un honneur pour lui parce qu'il a aimé ce pays. Bon, il est parti avec le coup des lâches, j'appelle des lâches, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se met avec les armes, il n'a pas d'argument. Nous déplorons cela. Pour les autorités sanitaires, 5 blessés, dont 4 par balle, ont également été enregistrés, parmi lesquels 2 Suisses grièvement atteints et 3 Maliens. Pour l'heure, le secteur reste quadrillé par les forces de sécurité et la police scientifique déployées sur le terrain qui tentent de récolter le maximum d'indices possibles pouvant aider dans l'enquête. Le chef de l'État malien qui a présidé un conseil de défense extraordinaire à Koulouba s'était rendu sur les lieux du crime le matin, accompagné du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement. Le gouvernement qui a d'ailleurs fermement condamné cet attentat à travers un communiqué. Principale question: qui était visé par les assaillants qui ont pris la fuite à bord d'un véhicule 4x4 V8? 2 suspects auraient pour le moment été arrêtés et l'enquête ne fait que commencer. Voilà, c'était un reportage samedi. Les suspects qui auront été finalement relâchés. Et pour être tout à fait complet, le groupe Al-Mourabitoun de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar a revendiqué l'attentat. Et également à noter que le camp de la MINUSMA à Kidal a également été cible ce matin d'une attaque à la roquette. On y dénombre un casque bleu qui a été tué. Également hier à Gao, dans la cité des Askia, 2 hommes ont été lynchés par les jeunes. 2 hommes qui seraient des poseurs de bombes. On va y revenir au cours de l'émission. Mais déjà, Serge, Daniel, par rapport au fait que ce soit Belmokhtar qui revendique l'attentat, est-ce que c'est déjà plausible que ce soit lui qui revendique l'attentat sur La Terrasse? À mon avis, c'est plausible. C'est un coup d'un djihadiste ou d'un apprenti djihadiste. D'abord parce que il y a le lieu. Le lieu, c'est, ils auraient pu aller je ne vais pas citer de nom, mais ils auraient pu aller dans un autre restaurant. Ils vont dans un restaurant où la plupart du temps, on rencontre certes des Maliens, mais également des étrangers. Donc c'est plausible, mais la première leçon que je voulais tirer tout de suite, c'est que le terrorisme répand ses métastases dans la capitale malienne. Oui, Adama Dramé, par rapport à cette attaque terroriste en plein cœur de Bamako, la capitale malienne. Mais en fait, nous ne sommes pas surpris. Ça fait 2 ans que presque tous les vendredis,
on parle des postes de rebelles qui commencent à s'installer. On en a démantelé, heureusement, l'autre jour, grâce à la sécurité d'État, qui a fait un énorme travail, parce qu'au moins, ils ont pu récupérer, tenez-vous bien, 200 kalachnikovs et quelques grenades. Donc, c'est un arsenal à moins. Mais ce qui est sûr et certain, tout le monde savait qu'il allait y avoir un attentat, mais personne ne savait quand et où. Ok. Et finalement, Maître Konaté, la surprise, c'était pourquoi tout ce temps-là sans attentat à Bamako? Il fallait peut-être s'y attendre. Hein. Oui, fini cette surprise, on est quand même tombé là-dedans et de plein pied. Et c'est extrêmement dommage, c'est d'autant plus dommage que c'est aussi inquiétant parce qu'il ne faut pas se voiler la face, notre pays est en guerre. Le nord du Mali est exposé, la communauté internationale est présente parmi nous aujourd'hui, aux côtés de l'armée du Mali, pour mener une véritable guerre. Sur ces bases, rien ne doit être laissé au hasard. Rien ne peut être banalement, je suis toujours stupéfait de voir qu'au Mali, cet attentat a eu lieu il y a 2 jours. Que les gens vaquent à leurs occupations comme si de rien n'était, que visiblement, en apparence en tout cas, nous ne voyons aucun dispositif, ni policier, ni d'usage de la route, qu'il n'y a visiblement aucun dispositif de riposte, ne serait-ce que déjà dans les entrées et dans les sorties des villes, et que les lieux publics, et c'est la préoccupation essentielle, ne font l'objet d'aucune réglementation spéciale aujourd'hui, compte tenu de la situation qui est particulière aujourd'hui. Donc, c'est sur ça que moi, je suis encore dans l'expectative pour voir vraiment ce qui est conçu en termes de riposte et ce qui est fait pour rassurer les populations maliennes que nous sommes. Adam, comment est-ce que vous avez accueilli cet attentat-là? Comment est-ce que vous l'avez appris? D'abord, votre question qui me paraît très bonne. Est-ce que ça peut être Belmokhtar? Je crois que oui, c'est le même canal de communication qu'il a utilisé. Il est un habitué des coups d'éclat. C'est le seul, par exemple, dans la galaxie qui sait faire ce genre de choses. Il a des griefs. Il a perdu beaucoup de ses lieutenants ces derniers mois. Il y en a même un qui est actuellement emprisonné au Mali. Et il a dit qu'il vengeait, outre l'insulte faite à l'islam, donc ça c'est par rapport aux caricatures du prophète, qu'il vengeait la mort de Tilemsi, avec lequel il a formé Al-Mourabitoun, parce que lui, il a dissous les signataires du sang, l'autre a dissous la partie du Moujao qui le représentait, et ils ont formé Al-Mourabitoun. Donc, il y a des raisons qu'il ait fait ça, et puis il l'a revendiqué. Il l'a revendiqué par le même canal, donc il n'y a pas de doute. Il ne faut pas mettre en doute que ce soit lui. Maintenant, est-ce qu'il a choisi une cible facile? C'est évident, cette partie de Bamako, c'est là où on trouve le plus de clientèle expatriée le soir. Et c'est, à mon avis, c'est les Occidentaux qui étaient visés. Hein. Donc les morts maliennes sont des victimes collatérales. Il y a beaucoup de Maliens qui étaient là, qui ont échappé. Mais c'est surtout les Occidentaux qui étaient visés. Et de ce point de vue-là, je pense effectivement que pour un pays en guerre, comme le Mali, parce que nous sommes en guerre contre le terrorisme, il aurait pu y avoir une sécurité beaucoup plus ferme que celle que nous voyons actuellement, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'attaque. Hein. Même à New York, même à Paris, il y a des attaques, mais cette partie de Bamako, quand même, qui est une partie normalement fréquentée par les Occidentaux, aurait dû être un peu mieux surveillée. J'aimerais dire quand même qu'il y a eu déjà des terroristes qui ont été arrêtés ici à Bamako. Des responsables du Moujao ont été arrêtés il y a quelques mois, donc avant qu'ils ne passent à l'action. Dramé en parlait tout à l'heure, mais parce qu'il a avalé un chat, il ne peut pas parler fort. On a quand même démantelé un camp d'entraînement militaire à la périphérie de Bamako, à Samako plus précisément, avec des armes. Malheureusement, les gens sont partis, etc. On ne peut pas dire que rien n'est fait. Enfin, c'est parce que Adam Thiam dit, mais je veux dire, ce qui m'a moins frappé ce jour-là, un peu à 1h, parce que je suis resté tard
sur le terrain devant ce bar-là, pas parce que j'étais là-bas avant, mais parce que je suis venu après les événements, c'est qu'on avait quand même l'impression que les gendarmes, c'est-à-dire la police, l'armée qui était sur place, ils savaient de quoi il s'agissait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de panique, il n'y avait pas de panique. Maintenant, Damtia m'a dit sur une radio récemment qu'il y a un avant 7 mai, un après 7 mai, 7 mars, pardon, c'est évident qu'il faut maintenant renforcer le dispositif. Mais même si le dispositif est renforcé, on ne nous le dira pas, le dispositif renforcé, c'est pas le dispositif qu'on voit. Ce qui est inquiétant, en revanche, parce que même en France, il y a eu un attentat, c'est que le commando court toujours. Okay. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on ne sait pas qui a fait le coup, on n'est pas arrivé à mettre la main sur le commando. Dramé. Bon, moi, je crois que quand il y a eu la revendication de Ben Mokhtar, il y a eu un soulagement, même au niveau de la presse occidentale. Parce qu'au départ, on nous a fait croire que c'était des djihadistes. Or, sur le terrain, le jour où le gars agressait, personne n'a entendu Allah Akbar. Et quand il partait, et quand il a vu ses amis, il leur a dit mission accomplie. Que ce soit Mokhtar est djihadiste, mais ce n'est pas dans le mode opératoire. Quand ils font une opération, sur le théâtre d'opération, le plus souvent, ils crient Allah Akbar. Ils ne l'ont pas fait. Et ce gars, il parlait en français, il a dit mission accomplie. Maintenant, moi personnellement, je dis que je doute fort que ce ne soit pas le MNLA qui a fait ce coup et que Ben Mokhtar l'ait revendiqué. Pourquoi? Parce que le Mali a été occupé durant 9 mois. On n'a pas vu aucun attentat à Bamako. Ben Mokhtar est là. Aujourd'hui, on a fait un attentat à Kidal. Mais Kidal est contrôlé par qui? Vous m'allez dire que c'est les mêmes Ben Mokhtar? Non. Ces mêmes commandos ont eu à revendiquer l'attaque de Oudmeidou. Mais Oudmeidou quittait le nord, c'est parce qu'il avait fait un affrontement dur contre le MNLA. Pour moi, MNLA, djihadiste, Al-Mourad, ne sais pas quoi, c'est blanc, bonnet blanc. Ok, on va enclencher avec ceux avec lesquels Dramé était en train d'en venir. Dès lors que la communauté internationale trouve par exemple un Yad Gali fréquentable, peut-être pourquoi ne pas trouver des approches aussi, peut-être pour associer Ben Mokhtar au processus. On sait que sa tête est mise à prix par les Américains 5 millions de dollars, mais dès lors qu'on fréquente Yad Gali, peut-être qu'on peut envisager des techniques d'approche avec Ben Mokhtar, Adam Thiam. Mais Yad aussi, sa tête est mise à prix par les Américains. Mais franchement, moi je pense qu'il faut trouver une sorte de modus vivendi avec les djihadistes, parce que c'est eux les forces réelles sur le terrain. Le MNLA, franchement, à mon avis, est une coquille vide. Et on peut signer n'importe quel accord avec le MNLA. Si nous ne pouvons pas négocier, personne n'interdit à l'État malien de trouver les moyens de ramener effectivement ces djihadistes à la paix. L'Algérie a quand même lancé une vaste opération de repentir. C'est là que c'est Omar Khattab qui a peut-être sur la conscience la mort d'une centaine de milliers d'Algériens, est aujourd'hui libre et jouit de tous ses droits. Donc je ne crois pas que pour la stabilité du Mali, que quelqu'un puisse nous dire non, ne faites rien vis-à-vis de Yad Gali, vis-à-vis de Ben Mokhtar, vis-à-vis de Amadou Nkoufa. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il est possible d'amener un irréductible comme Ben Mokhtar, effectivement, à une espèce de gentleman agreement? Exactement. Là, moi, j'aimerais rebondir là-dessus. Vous n'imaginez quand même pas, et c'est valable pour toi, et c'est valable pour Adam, vous n'imaginez pas une négociation avec Ben Mokhtar et qu'un Ben Mokhtar ait une maison à Ségou ou à Bamako. Ça, c'est irréaliste. Je ne pense pas du tout que ça soit possible. Lutter contre le terrorisme doit être une priorité. Mais évidemment, dans les groupes djihadistes, islamistes, dans le nord du Mali ou ailleurs, nous avons des Maliens. Peut-être qu'il faut tendre cette perche aux Maliens, mais dire qu'il faut mener une négociation avec Ben Mokhtar pour qu'il arrête de terroriser les terroristes, ce qu'il faut, c'est plutôt de le terroriser. Non, je ne parle pas de mener une négociation avec lui. Je dis souvent, on comprend Yad Gali, on est conciliant avec Yad Gali, pourquoi ne pas peut-être l'être avec Ben Mokhtar? Moi, je ne vois pas peut-être de différence entre les deux. Oui, mais non, il ne faut pas trop pousser non plus. Il y a une limite qu'il ne faut pas franchir pour la simple raison que nous avons affaire à des gens qui ne sont pas dans l'optique de la négociation, qui ne peuvent pas négocier et qui ont fait l'option de la terreur absolue et qui n'expriment
absolument rien que leur dessein de terminer complètement avec nos États, avec nos organisations étatiques. En dehors de cela, le raisonnement à contrario qu'il faut faire, c'est qu'une chose est de dire qu'on ne négocie pas au regard de ce qu'eux-mêmes représentent la terreur, une autre chose est d'opter fondamentalement pour en terminer. Et justement, c'est cette hésitation qui nous met dans l'embarras tous. Bien évidemment, cette communauté internationale a une position assez mitigée. Un coup, ils sont proches de l'État du Mali, un autre coup, ils ont tendance à regarder ce qui se passe de l'autre côté, étant bien entendu que de l'autre côté, on ne peut absolument rien en tirer. Donc, tant que l'option n'est pas claire, tant que les dynamiques ne sont pas mises en place pour protéger nos États, pour asseoir la démocratie, pour asseoir l'organisation de nos États aujourd'hui, bien évidemment, on n'est pas à l'abri de situations comme celle-ci. Je termine juste pour dire aujourd'hui qu'il ne faut pas non plus courber les chines et ne pas regarder en face ce qui se passe. Il y a bien des gens qui n'ont pas intérêt aujourd'hui à ce que ces négociations d'Alger aboutissent. Okay. Il y a bien des gens aujourd'hui qui ne veulent absolument pas de la paix, qui vont se battre pour désorganiser, pour perturber la paix. Ok, plus loin, on va parler des implications de l'attentat sur le processus d'Alger. Mais Madame Dramé, une fois fermé le volet de la revendication de l'attentat, on en vient à ce problème structurel. La police malienne aujourd'hui, dans sa configuration actuelle, pensez-vous qu'elle est à même de faire face à ces menaces terroristes? Est-ce qu'elle est assez outillée pour faire face, pour anticiper par rapport à ces menaces? Elle n'est pas assez outillée, mais ils ont mis un dispositif mixte, c'est-à-dire police, gendarmerie et armée. Et à un moment donné, effectivement, ces gens sillonnaient le coin où il y a eu l'attentat. Et même le jour de l'attentat, il ne faut pas l'oublier, le policier qui a été assassiné, qui a été mitraillé, il a eu lui-même une mitraille, il était en patrouille. Donc, ce n'était pas trop loin. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Ce qui est sûr et certain, ça va continuer, je crois, qu'il y a quand même certains endroits qu'il faut protéger systématiquement. Ce n'est pas la police qui lutte contre le terrorisme. C'est pas le boulot, c'est pas le job de la police. Hein. C'est le job des cellules de renseignement. Et d'ailleurs, ce jour-là, à minuit, il m'a semblé avoir vu le directeur de la sécurité d'État sur les lieux. Qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Je suis pas c'est quand vous étiez au bar. Je n'étais pas au bar, je suis venu après. Je ne suis pas en train de leur jeter des fleurs avant de leur jeter des flèches, mais c'est le rôle des cellules de renseignement. Et il leur arrive de faire ce travail-là. Sur ce jour, oui, pardon. Moi, j'étais à l'aéroport de Bamako hier. Et je m'étonnais justement que je vienne aussi banalement à l'aéroport de Bamako sans aucun checkpoint. Et je suis arrivé, je me suis garé au parking, il n'y avait même pas d'entrée protégée, et je suis ressorti comme tel. J'ai dû poser la question à un certain nombre de policiers qui étaient sur place. Il y en a un qui est venu me dire deux choses que je retiens. En disant aujourd'hui, nous sommes 17 personnes, nous n'avons que des pistolets automatiques. Deuxièmement, nous avons fait une grande patrouille et nous l'avons fait à pied. C'est vrai que la police n'est pas en première ligne pour combattre le terrorisme, mais il est inadmissible que notre police nationale soit dans cet état de démunition dans un pays de crise. Il y a des commissariats à Bamako où les patrouilles, c'est sur les motos des policiers. Et quand même, il faut un travail pour le gouvernement. Un État qui ne peut pas doter la police de moyens adéquats, quand même, c'est trop aberrant. Vous voyez que je suis quelqu'un de délicat, il me coupe, il me redonne la parole, donc il fait de moi ce qu'il veut. Bon, ça c'est Maître Konaté. Donc ce que j'étais en train de dire pour terminer, c'est que je m'étais, donc je vous laisse aussi la parole. Mais c'est très bien. Il n'y a que Maître Konaté qui sait vous traiter. Konaté. Maître Konaté. C'est l'autre. Je vous laisse la parole. Qui sait vous traiter. Non, mais je veux dire, cette question est bonne. Et la réponse, il ne faut pas être complaisant. Nous n'avons pas aujourd'hui une stratégie de sécurité digne des défis de ce pays. Et le défi de ce pays, c'est que nous sommes en guerre contre le terrorisme. On peut dire ça sans égratigner qui que ce soit. D'abord, Serge a raison, ce n'est pas à la police de lutter contre l'insécurité. Vous allez à Paris, c'est pas la police qui est dans les gares et autres. Mais en même temps, il faut pas prendre pour un exploit ce qui est quand même la conséquence d'une faiblesse. Il n'y a aucune raison qu'en 2015, il y ait un camp d'entraînement à Samanco. C'est pas possible. Hein. C'est-à-dire là, ça veut dire que simplement il n'y a pas de système. Hein. S'il y a un camp d'entraînement à Samanco, pas loin de la maison du président, il y a un problème. Ça c'est très important ce que tu as dit. Dans les milieux les plus fréquentés à Bamako, on aurait pu imaginer un dispositif sécuritaire, même léger si vous voulez. Ça a manqué. On va vous parler des moyens. Moi, ça n'est pas que la faute de l'État malien. Tous les sécuritaires occidentaux qui sont là disaient, j'en ai
vu pas mal qui disaient que dans les 3 ans après Conan, il faut s'attendre à des attaques terroristes majeures à Bamako. Et donc, autant ils aidaient à renforcer les capacités de l'armée, autant ils auraient pu effectivement aider le Mali à avoir une stratégie de sécurité. Pour revenir tout juste sur le policier qui a été assassiné, il était le seul de la patrouille qui avait une mitraillette. Ok, donc maître, pour venir à vous, donc peut-être la solution, ce ne serait pas de militariser la police, mais il faut qu'il y ait des patrouilles mixtes, constantes, pérennes. Par exemple, l'opération qui a été organisée il y a 1 mois, si elle avait été l'autre soir, peut-être qu'ils auraient intercepté ou empêché l'attentat au niveau de la terrasse. C'est que le problème, c'est que, Adam le disait tout à l'heure, c'est une question de système. Quand vous êtes dans une situation de crise comme celle-ci, il ne suffit pas d'être dans des schémas anciens et classiques. Moi, je rencontre les policiers à l'intérieur de Bamako dans les mêmes conditions qu'ils étaient là il y a 10-15 ans. Quand vous parlez de patrouille aujourd'hui, je suis incapable de comprendre qu'une police dans un état de crise, dans un pays difficile, dans une capitale comme Bamako aujourd'hui, se mette là, derrière un pick-up, sans aucune protection. Même pas de gilet pare-balles. Deuxièmement, il disait qu'il était armé. Il n'a pas eu le temps de tirer, sans doute. Ce n'est pas les terroristes qu'ils arrêtent, c'est mais bien les sûr. motocyclistes. Donc aujourd'hui, la police fait des patrouilles, non pas pour des questions de sécurité, mais pour des questions de sûreté. Il faut faire une différence là-dessus. La sûreté, c'est la quiétude des populations. Est-ce qu'il ne faut pas réadapter maintenant là, passer de la sûreté à la sécurité? Je ne suis pas un spécialiste de la police, mais je crois que ceux qui m'entendent comprennent mon angoisse et ma difficulté aujourd'hui de voir que dans ce pays, ce n'est pas un souci d'effectif, c'est probablement une question de moyens, mais aujourd'hui qu'on prenne la mesure des choses et qu'on rassure encore les populations que nous sommes. Ces patrouilles de véhicules qui s'arrêtent au bout du chemin parce qu'ils n'ont pas d'essence, ce n'est pas normal. Ces patrouilles de gens qui aujourd'hui n'ont pas de gilet pare-balles, ne sont pas protégés, ne sont même pas armés, et qui sautent du véhicule pour courir derrière une jeune fille qui visiblement n'est pas une terroriste, un souci. Oui. Il faut revoir la copie. Il faut évidemment revoir la copie, je suis d'accord. Mais ensuite, vous avez la guerre des services. Quand vous voyez un poste de contrôle, un gendarme et un policier, le gendarme est pressé de prévenir sa hiérarchie de ceci, le policier de même, le responsable, le représentant de la sécurité d'État aussi. Donc c'est un système, c'est tout un système qu'il faut revoir à la lumière de ce qui se passe. Mais je vais vous dire, je m'intéresse aux questions de sécurité. Au Mali, on a un dispositif sécuritaire. Il n'est pas efficace partout, mais vous avez des gens qui sont payés au lance-pierre, si vous permettez l'expression, qui font leur boulot, surtout dans le renseignement. On a parlé tout à l'heure, c'est quand même capital. Vous avez à moins de 10 km du domicile de Monsieur le Président de la République un camp d'entraînement avec des kalachnikovs, avec des grenades. Ça a été démantelé, on n'a pas arrêté. Ce qui me désole, c'est que ce soit aujourd'hui qu'on passe à ça. Je vous ai dit que depuis plus de 2 ans, on savait qu'il y avait des cellules dormantes à Bamako. Certains ont été arrêtés d'ailleurs. Certains ont été arrêtés. Donc je crois que depuis longtemps, on devait mettre les moyens. Et je ne peux pas comprendre qu'on puisse dépenser 69 milliards dans les armements, que la police n'a pas d'armes. Je ne peux pas le comprendre. Oui, maître, avant d'avancer dans l'émission, oui. Ce qui n'est pas normal également, c'est que les populations ne prennent pas conscience justement de la situation particulière. On est dans un pays difficile où les gens sont toujours rebelles, naturellement rebelles contre la réglementation. Il n'y a qu'à voir, on en parlait tout de suite avant le plateau, de l'utilisation que l'on fait de l'espace public et de la route. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est comment ficher les individus, comment les identifier et comment faire un véritable travail de policier. Et ça manque. Ok, on a un aspect, le Premier ministre, qui va en appeler à l'esprit de cohésion et de patriotisme, on va en parler. Mais déjà, Serge, par rapport au mode opératoire, ça rappelle un peu le rapt opéré au niveau du Toulousain, le restaurant toulousain au Niger à Niamey. Oui, c'est-à-dire que ce qui est semblable, c'est-à-dire qu'il y a une ressemblance, c'est qu'ils avaient un objectif. L'objectif, quand ils sont arrivés, c'était pas d'aller prendre la caisse du restaurant. L'objectif, c'était pas de picoler un coup, de partir. Ce monsieur s'est quand même assis à un moment, il a observé, il a tiré, il a fait ce que... Effectivement, ça, il avait un objectif clair. Ça veut dire qu'ils sont formés
peut-être qu'ils ne sont pas seuls, et que nous avons peut-être des unités, des hommes comme ça, peut-être qu'il ne faut pas affoler les gens, il ne faut pas créer la psychose, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, peut-être qu'ils sont quelque part toujours à Bamako, dans la périphérie, et c'est ce qu'il faut, à mon avis, craindre. Dans ces moments de crise, le Premier ministre du Mali en appelle au patriotisme et au sens de la cohésion nationale, Modibo Keïta, que nous écoutons ici. Nous devons, en tout premier lieu, nous incliner sur la mémoire des disparus, de toutes les victimes innocentes, celles qui sont maliennes et celles qui sont d'ailleurs. Nous exprimons nos condoléances les plus attristées à leurs familles et pour les étrangers à leur pays, parce qu'ils étaient en mission pour le service du Mali. Pour tous les blessés, nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Quand M. le Président de la République a visité le site, c'était presque inimaginable. Mais ceci est un appel à l'ensemble de la population malienne pour qu'il y ait une manifestation de solidarité, pour qu'il y ait un renforcement de la cohésion nationale autour des objectifs de paix, autour des objectifs de cohésion sociale. Oui, Maître Konaté, on a l'impression d'être dans un dilemme, être à la fois prudent et en même temps ne pas céder à la psychose, à la panique. Puisque c'est important, il ne faudrait pas aussi céder à la panique. Mais entre les deux, il faut véritablement voir aujourd'hui l'état d'esprit des populations du Mali. Vous savez, un gouvernement, ce qui lui est demandé, ce qu'attend les populations d'un gouvernement, c'est de dire que tout va bien et que même dans la pire des hypothèses, nous avons un dispositif de riposte. Vous savez, les Maliens sont des populations très calmes par nature. Et quand je regarde aujourd'hui, il n'y a pas de panique particulière à Bamako. Mais pour autant, il y a quand même une grosse angoisse liée au fait qu'on attend justement des propos apaisants, des paroles apaisantes, des paroles rassurantes, et en même temps un dispositif. Voyez-vous, par exemple, et ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça, mais dans les États, lorsqu'il y a des phénomènes de coup d'État, mais toutes les rues sont prises. Les militaires sont dans la rue, simplement pour donner l'impression aux gens que nous veillons sur vous. C'est de cela qu'il faut. Alors, je ne le souhaite pas du tout, mais il ne faut pas qu'un deuxième coup arrive à Bamako. Ce serait d'autant plus dommage que la panique prendra le pas, parce que simplement les propos ne suivent pas toujours en termes d'assurance. Oui, Adam Champ, sur cette question. Alors moi, j'ai écouté le Premier ministre, je ne sais pas de quoi il parle. Est-ce qu'on parle de l'attentat du 7 ? Si c'est l'attentat du 7, ce qu'on doit auditer, c'est les manquements du gouvernement. Parce qu'en vérité, le matin déjà, on savait que le président Hollande avait parlé. On avait vu pas mal d'informations dans la presse française, etc. Et on a attendu longtemps pour avoir le communiqué du gouvernement. Or, le président s'était quand même rendu sur le lieu à 9h. Donc, on ne l'a su que quand la télé a commencé. Donc, il y a un problème là, de ce gouvernement et de tous les gouvernements que nous avons eus avec la communication de crise. Je ne comprends pas pourquoi c'est encore une fois les médias étrangers qui nous ont informés. Je ne veux pas jeter de pierre à Serge, il a fait que son boulot, mais j'aurais souhaité le matin, en écoutant le journal de l'ORTM, entendre ça. Dramé sur cette question. Ce que le Premier ministre a dit, je crois qu'il veut plutôt capitaliser cet attentat et ça me désole parce qu'il demande une cohésion nationale. C'est ce qu'il demande. Mais c'est important, on est en période de crise aussi, Dramé. C'est important la cohésion nationale, l'esprit de patriotisme. Mais est-ce que vous parlez de l'attentat? Est-ce qu'il parle de l'attentat? Non, je parle après l'attentat. Il est important que les Maliens soient solidaires, qu'on soit soudés. Après l'attentat, il devait, comme Maître Konaté l'a dit, d'abord rassurer les populations, dire que nous avons pris tel dispositif, que nous avons mis un plan en se place, et à partir d'aujourd'hui, voilà. Mais quand aujourd'hui vous nous demandez de nous unir pour autre, mais nous sommes unis. Nous sommes unis. C'est pas l'accord d'Alger. Il fait allusion à l'accord d'Alger. C'est ce qui me désole.
D'abord, on n'a pas écouté toute l'intervention. C'est un extrait. Ouais. Je ne vois pas comment il va capitaliser un attentat. Non, aucun. Non, c'est pas l'attentat. Je suis désolé. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans une situation pareille, c'est le rôle d'un gouvernement d'appeler à la cohésion nationale. Bon, moi, je vais vous dire une chose. À 1h du matin, quand je suis allé sur les lieux pour travailler, contrairement à certains autour de cette table, je peux vous dire qu'il y avait de l'émotion. Je peux vous dire que c'était pas évident. Quand j'ai appelé Dramé, il était fermé. Il m'a dit à demain parce que ça chauffe. Je vais vous dire. Donc, c'est pour vous dire que c'était quelque chose de dur. Donc, c'est le rôle d'un gouvernement d'appeler à la cohésion nationale. Et ils ont bien fait. Maintenant, j'en ai terminé. Maintenant, c'est la suite qui compte pour moi. Évidemment, le dispositif, quand on se rend compte que le lendemain, alors que toutes les enquêtes n'étaient pas terminées, on pouvait aller dans cette même rue Princesse de Bamako comme on allait dans un marché, ça pose quand même un problème. Oui, quand vous parlez du mi-raisin, mais gauche à gauche, et il reprend tout de suite. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que je dis ce que je pense. Oui, bien sûr. Et tu me laisseras dire ce que je pense. Exactement. Et j'ai terminé de dire ce que je pense. Et on est autour d'une table où on est des démocrates, voilà. Tout comme toi. Voilà. C'est de te dire simplement qu'aujourd'hui, ce n'est pas un souci véritablement de cohésion nationale. Cette cohésion nationale n'est pas effritée. Mais bien sûr, cette cohésion nationale n'est pas effritée. Mais quand Dramé dit que le Premier ministre veut capitaliser le crime, Serge, on va parler terminer, maître. Voilà. Serge, pour dire simplement qu'aujourd'hui, ce n'est pas de la cohésion nationale qu'il s'agit, parce que simplement on aurait compris aujourd'hui si en face on avait des opposants politiques qui tiraient, par exemple. Ce n'est pas le cas. Et bravo à l'opposition politique qui encore est calme sur le sujet. Et le deuxième point, il s'agit des populations. Il y a un écervelé qui a pris une arme, qui est rentré dans la foule et qui a tiré. Il y a panique sur la ville. Et quand il y a panique sur la ville, il ne s'agit pas de cohésion nationale. Faites gaffe, Maître Konaré. Après, nous, on veut sortir. Non, peut-être, Maître, on va repréciser le terme cohésion nationale ici. Il l'a dit, on a parlé des renseignements d'État. Il parle de l'esprit de collaboration de la population, d'informer les services de renseignement, les services de police. Ce n'est pas la cohésion nationale. Est-ce qu'on peut parler? Moi, je vais être factuel. Ce matin, il y a eu une attaque à Kidal. Et puis, peu de temps après, il y avait le communiqué du gouvernement. Ça veut dire que le gouvernement a tiré les leçons des quelques heures de silence que nous avons eues après l'attentat. C'est très bien. Mais je ne pense pas du tout que le Premier ministre pense à l'attentat, parce que l'attentat ne pose pas de problème de cohésion des Maliens. Maître Konaté l'a dit, on a été, mais vraiment, les gens sont choqués, mais très solidaires et du gouvernement et des services. Il n'y a pas de problème. Par contre, non, je vais terminer. Par contre, si tu regardes l'ambiance globale, les accords de paix, la situation à Gao, la situation à Kidal ici, effectivement, le Premier ministre peut lancer un appel à la cohésion. Mais je ne pense pas qu'on lui a rendu un bon service en prenant cet extrait simplement. Oui, mais le gouvernement, il y a eu un conseil extraordinaire de défense. Justement, il aurait profité de ce micro pour dire qu'on a fait une réunion sur la sécurité nationale, que nous avons pris des décisions. Les voilà. Ça aurait dû être communiqué à temps de toutes les manières. Le problème, c'est pas qu'il n'y a pas eu de réaction, peut-être, parce que c'est après qu'on a vu que le président est allé sur les lieux, qu'il a tenu un comité de défense. C'est la communication de ça qui, à mon avis, a tardé et qui pose problème. D'accord, ok. Serge Daniel, attaque à Bamako, attaque peut-être manquée également à Gao, attaque à Kidal. Est-ce que ce sont des opérations coordonnées? On peut l'entrevoir comme ça? J'ai eu une crainte à un moment parce que j'ai pensé que c'était des opérations coordonnées. Mais à mon avis, en l'état actuel des choses, on ne peut pas dire que ce sont des opérations coordonnées. Mais crise, attaque dans le nord, attaque dans le sud, ça veut dire quand même que, Adam le disait tout à l'heure, nous sommes un pays, nous sommes toujours en guerre. Il ne faut pas penser forcément que ce n'est pas coordonné. Parce que, en vérité, ce qui se passe, d'après les papiers de presse un peu informés, Belmokhtar est à Derna en Libye. Il a rencontré des responsables de Daesh et beaucoup d'autres djihadistes de l'Afrique de l'Ouest sont en train de rivaliser pour obtenir de Daesh effectivement l'onction dont ils ont besoin. Et donc ils peuvent faire effectivement beaucoup d'actions d'éclat par rapport à cela. Et ce qui s'est passé à Bamako n'a absolument rien à voir, à mon avis,
avec le système du Toulousain qui était un enlèvement d'otages. Ici, c'était simplement de la terreur et ça ressemble plus à Daesh que à AQMI. Ok, Maître Konaté, l'attaque au niveau de la terrasse intervient quelques jours après le paraphe à Alger d'un préaccord. Et quelques jours également avant cette rencontre cruciale à Kidal qui va déterminer de la suite à donner, quelles pourraient être les implications de l'attentat de la terrasse sur la suite du processus d'Alger? C'est une question de responsabilité à un haut niveau. Et je pense que de ce point de vue-là, il n'y a absolument aucun reproche à faire ni au gouvernement du Mali ni à l'État du Mali qui a pris toutes ses responsabilités par rapport à l'accord et les suites de l'accord. Les autres protagonistes doivent prendre toute la mesure de la chose. Plus de temps on passe à parapher ou à signer, plus de risques on prend, et cette fois-ci, pour la cohésion nationale, pour la stabilité de ce pays-là et pour la paix dans ce pays-là. Ce qui n'est pas admissible, justement, c'est qu'on ait eu ce retour de la CPA à Kidal pour demander à aller consulter encore les populations locales. Ça laisse une marge. Et on sait bien que dans cette dynamique-là, aujourd'hui, tout le monde n'est pas dans la dynamique et il y a des gens qui ont encore intérêt à ce qu'on n'y arrive pas au bout. Il est important de signer cet accord. En ayant signé cet accord, on va faire tout de suite le décompte. On saura bien ceux qui sont dans la République et ceux qui ne sont pas dans la République. Bon Dieu. La République n'existe plus. Je suis désolé. Pour ceux qui restent de la République, au moins. D'accord, pour ceux qui restent de la République. Okay, Dramé, ensuite, on va donner la parole à Dramé. Je termine. Non, mais Dramé est encore en paix au Mali. Je souhaite qu'il le soit encore plus longtemps parce qu'on est en République. D'accord, Dramé, vous allez avoir la parole. Mais Adam Tcham, sur cette question, est-ce que ça peut avoir des implications sur la suite du processus? Je crois que ce qui s'est passé à Bamako, moi je ne sais pas si je dois le lier à l'accord. Mais pour l'accord, Maître Konaté l'a dit, le gouvernement a fait beaucoup de concessions. Toute la question, c'est de savoir est-ce que ces concessions vont passer au Sud. Je ne comprends pas pourquoi les autres n'ont pas signé, mais les autres non plus n'existent pas. Le MNLA n'existe pas, le ASUA n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'écoute dont ils bénéficient auprès de la communauté internationale, auprès de certains pays, dont l'Algérie, dont la France et des institutions comme les Nations Unies. Si la communauté internationale joue très très bien son rôle, il n'y a aucune raison que le MNLA et le ASUA ne signent pas. Mais toute la question n'est pas de signer, la question c'est après avoir signé, faire la paix, et ça c'est un autre problème. Oui, Adam Dramé. Mais avec l'attentat de Kidal aujourd'hui, sur le camp de l'aménagement, moi je ne suis pas rassuré. Parce que Kidal, quand même, c'est contrôlé par le MNLA. Il ne faut pas... À Kidal, il n'y a pas de djihadistes. Il ne faut pas se leurrer. Maintenant... Mais c'est eux les plus forts. Voilà, maintenant, le plus grave... Adama, franchement, mettons-nous d'accord sur les prémices. Ça dit que les forces réelles au Mali, ce n'est pas le MNLA, c'est les djihadistes. Mais je suis d'accord avec toi, mais il n'y a pas de djihadistes. Même s'il y a des djihadistes, ils sont sous le contrôle du MNLA. Parce qu'à Kidal, c'est le MNLA qui contrôle tout. Il ne faut pas se leurrer. Moi, je dis ce que je pense. À la mort de Justin Dupont et de Claude Verlon, je dis que ce mec, le gars qui l'a tué, c'est un gars du MNLA. Et comme ça n'arrangeait même pas la France, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? La tête ne bouge pas. Donc, à chaque fois, on essaie de biaiser. Mais il faut être très clair. La jeunesse de Kidal a manifesté l'autre jour. Elle a dit qu'elle ne va pas signer, qui demande à ne pas signer un accord honteux. C'est le mot qu'ils ont utilisé. Donc aujourd'hui, ils vont prendre du temps. Et même comme Adam l'a dit, et là où c'est un peu rassurant, parce que quand Fabius demande au MNLA de signer, je crois qu'ils vont pas être 2 ou 3 jours, ils finiront par signer. Oui, c'est vrai. Moi, ma thèse, je l'ai dit, j'ai parlé de ça il y a 2 semaines ici déjà. C'est pas parce que vous signez un accord à Alger que vous avez la paix sur le terrain. Bien sûr que non. Ça, c'est pas vrai, je ne pense pas. La deuxième chose que je souhaitais dire, c'était par rapport à Kidal. Contrairement à mon ami Dramé, qui avalait un deuxième chat sur ce plateau, c'est un chat. C-H-A-T. Vous savez pas comme ça. Vous n'avez pas à Kidal, je ne crois pas du tout que la principale force soit le MNLA. Je l'ai toujours dit, moi, bien avant, ce sont des forces supplétives. Militairement, le MNLA est une force supplétive des autres forces. Les forces de communication, etc. sont les djihadistes. L'objectif des djihadistes aujourd'hui à Kidal, c'est le départ des troupes de la MINUSMA, puisque les djihadistes savent une chose, c'est qu'il n'y a rien en face. C'est-à-dire que la MINUSMA, les avions,
Ce qui fait la différence, ce sont les avions. Donc c'est pour ça qu'ils vont continuer à harceler la ville de Kidal. Vous avez vu qu'à un moment, c'était Tessalit. Mais comme ils ont vu que le dispositif à Tessalit s'est renforcé, exactement, ils sont venus à Kidal. C'est toute la problématique, justement. Exactement le problème. C'est toute la problématique de ce sujet-là. Excuse-moi, je ne t'ai pas coupé. Hein. Non, moi je voulais juste aller dans ton sens. Et c'est aussi ça le dilemme, finalement, de la présence de la communauté internationale, notamment dans cette zone à Kidal. C'est-à-dire que on paye le prix de l'ensemble des incertitudes, et c'est dommage aujourd'hui que ce soit la communauté internationale qui soit exposée en première ligne et qui prenne des balles. Ce n'est pas supportable. Oui, parce que c'est une question d'option. Aujourd'hui, on atteint un niveau tel, on atteint un niveau tel aujourd'hui que pour réagir, il faut renforcer le dispositif, il faut rentrer en guerre. Est-ce qu'en rentrant dans la guerre, on est dans la paix? Je n'en sais absolument rien, mais c'est ça le dilemme et on en paye le prix. Est-ce qu'il ne faut pas changer l'appellation, passer d'une mission de paix à une mission de guerre? Il faut retourner au Conseil de sécurité, il faut aller à l'ONU. Okay. Non, mais de toutes les manières, il ne faut pas attendre des autres, des armées des autres de faire la guerre. Il faut que notre armée... Ça, c'est la doctrine de Adam. Il est fidèle à cette doctrine. Il ne faut pas se leurrer, on n'a pas d'armée. Oui, bon, peut-être qu'on va l'avoir progressivement, c'est pas en un jour. Mais Adama Dramé, dans ce contexte, quelle doit être l'attitude générale de la population? Parce que c'est aussi important de ne pas céder à la psychose, à la panique. Non, mais en fait, il n'y a pas de panique. Hein. Les Maliens... L'optimisme reste de mise. Les Maliens sont des gens formidables. Et même, ce matin, on a dit qu'ils ont pris des gars qui voulaient... qu'ils ont été brûlés. Et moi, je suis sûr et certain que la population elle-même, une fois qu'elle va cibler ces gens-là, vous allez me dire sur ce plateau-là, la population va réagir. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Personne n'est en sécurité. Donc la sécurité, finalement, c'est la population même qui va le faire. Ok, c'est l'attitude générale de la population, elle est... Moi, je trouve que c'est admirable, ce que j'ai vu le jour de l'attentat, il y avait des citoyens lambda qui étaient là. Enfin, c'est-à-dire qu'ils sont pas, le commando n'est pas arrivé à terroriser la population. Les gens ne sont pas cachés sous leur lit. Bon, d'autres ont fermé le téléphone, mais c'est tout. Mais je pense qu'on ne peut pas avoir un policier derrière chaque Malien. D'accord, Maître Konaté, sur cette question-là. Oui, alors ça c'est la question de la mission de service public de Africable. Il faut calmer les populations, il faut rassurer. Bien évidemment, notre démarche ici n'est pas une démarche de panique. On n'est pas paniqué, pas plus que les populations, même si on est angoissé. J'en connais quelques-uns qui avaient l'habitude de sortir le soir, mais qui sortent plus d'ailleurs, et tant mieux. J'en connais d'autres qui avaient généralement 3 stylos, aujourd'hui ils en ont 2. Et tant mieux. Non, je pense que la démarche générale aujourd'hui, pour toutes les personnes qui ont la possibilité de prendre la parole, d'agir, d'être des leaders aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir un message et un seul. Ce pays a besoin de paix, ce pays a besoin de sérénité. Mais en même temps, ce pays ne demande rien d'autre, pourtant, en ce qui concerne ces populations, que d'être suffisamment rassuré que les dispositifs en place aient de manière telle aujourd'hui que l'on peut riposter. Bien évidemment, nous voyons de la patrouille française ou européenne au Mali. On n'a rien contre ça. Mais comme Adam l'a dit, et je le rejoins là-dessus, je pense que la responsabilité première nous incombe à nous en tant qu'armée du Mali, pas plus que personne d'autre. Les autres de la communauté internationale ne doivent pas être en lead, surtout pas à Bamako. Ok. Adam Thiam. Moi, je crois que, honnêtement, nous ne paniquons pas à Bamako. Ce qui s'est passé le 7 ne nous fait pas paniquer. Ce que je crains d'ailleurs, c'est un peu l'insouciance. Je ne pense pas que la capitale a pris les mesures réelles du défi de sécurité que nous avons. Je ne pense pas que la capitale, c'est ce que nous risquons, parce que quand on a une attaque comme cela, ça veut dire forcément qu'il y a des cellules en ville, ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres attaques, etc. Il y a un comportement qu'il faut avoir. Et si vous voulez savoir quel est ce comportement, il faut aller, par exemple, à Addis Abeba, où les gens ont un instinct sécuritaire extrêmement développé, et ce n'est pas ce que nous avons ici. Et l'autre chose qu'il faut dire, c'est, bon, mettre une bombe ou tirer sur la terrasse, c'est quelque chose, c'est une forme d'insécurité, mais la plus grande insécurité que nous avons ici, c'est celle que nous voyons dans la rue. N'est-ce pas, dans la rue, les motos, notre comportement vis-à-vis de la circulation, qui, moi, à mon avis, me donne l'indication que sociologiquement, cette jeunesse est en révolte et que ça est en rébellion. Et ça, c'est la rébellion la plus grave que nous devons contrer. Ok.
Par rapport donc à cette actualité, le débat continue sur notre page Facebook. Déjà plus de 300 réactions et commentaires. Le débat continue. Et que juste après cette émission, le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, Shogel Koukalamaïga, porte-parole du gouvernement, sera l'invité de notre JT de 20h. Bon, je ne sais pas s'il va nous démentir. Il devait venir sur ce plateau-là, non? Bon, c'est un plateau de... Voilà. Il y a une 5e place. Effectivement, voilà, on va chercher une 5e chaise pour le porte-parole du gouvernement. Ainsi prend fin donc ce numéro du débat du dimanche. Nos invités étaient Adam Tcham du Républicain, Adama Dramé du Sphinx, Maître Mamadou Ismaël Konaté, avocat, et Serge Daniel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain.